Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Le plaisir est renouvelé pour nous, nous le croyons également pour vous, quand nous nous retrouvons dans le cadre de ce magazine Face à Face. Moi et Jean-Claude Kouzikessa, aujourd'hui, une fois de plus, devant vous, devant nous, un interlocuteur de haute facture, un intellectuel africain, un panafricaniste. C'est pour ça qu'il faudra le considérer dorénavant. Jean-Claude, aujourd'hui, devant nous, monsieur Freddy Moulumba Kaboy-Wabondo, il est journaliste, il est écrivain, il est chercheur, il est analyste politique, il est panafricaniste, il a eu à écrire et à considérer ses écrits comme des réflexions. Il est aujourd'hui autorité rédactionnelle d'un magazine important, La Renaissance, qui paraît à travers certains pays africains. Je sais, Freddy Moulumba, la grande question de l'enquête sur l'Empire Soros va constituer l'ossature de ces numéros de Face à Face. Oui, Jean-Pierre, vous l'avez dit, Freddy Moulumba, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Surtout, il est plus reconnu dans l'opinion comme le grand défenseur, si vous voulez, de la non-balkanisation. Contre la balkanisation. Et c'est avec cette étiquette-là qu'il s'est fait remarquer. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec l'affaire Soros, il est toujours dans cette ligne droite, justement, de la non-balkanisation de ces pays, de notre pays. Et nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'il en est, cette affaire Soros, qu'est-ce que Freddy Moulumba va nous apporter comme lumière. Freddy Moulumba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comme l'a DGC, je prends un peu ça comme liminaire, Freddy Moulumba. Les gens sont un peu perdus. L'affaire balkanisation, c'est dans les tiroirs. Maintenant, c'est Renaissance. Et qu'est-ce qu'il en reste? Vous êtes fatigué de lutter contre la balkanisation ou bien vous avez reçu des résultats escomptés? Non, je pense la continuité, mais le combat a pris notre dimension. Donc on est monté d'un cran. Il faut dire que la balkanisation, d'abord c'était la campagne pour que les Congolais prennent conscience de la menace. La menace de ceux qui étaient à la base de la conférence de Berlin, qui a fait ce que le Congo soit créé, État indépendant du Congo. Lorgne encore sur nos richesses. Et ces gens estiment que le Congo leur appartient jusqu'aujourd'hui. Donc nous sommes sur notre territoire, je dirais un peu des étrangers. Donc quand ils viennent ici, ils disent les matières premières c'est pour eux. Quand vous refusez, ils font des guerres. Ils sont par exemple plus loin, ils disent mais le Congo est trop grand. Il faut le couper. Et quand on dit couper, c'est parce que le Congo est riche. On ne coupe pas les déserts, on coupe là où il y a des matières premières. Donc c'est pour qu'on peut faire comprendre à nos amis, à notre peuple, le capitalisme prédateur occidental a changé de forme. Donc il faut qu'on soit très éveillé. Même si on ne parle pas de la balkanisation officiellement, mais dans les coulisses, ça circule. Parce qu'on va vous dire que le Congo, ça fait 20 ans. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de stabilité. 20 ans. Je viens de suivre l'actuel secrétaire général de l'ONU, qui vient d'entrer. Il a fait une déclaration qui est passée inaperçue ici à Kinshasa. Il dit si l'ONU s'est retiré, le Congo imploserait. Tu vois que le mot balkanisation revient toujours. Alors que l'ONU est arrivée, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ça a coûté plus de 20 milliards de dollars. Ça nous a coûté 6 millions de morts, 10 millions même. Et à la fin, ils disent non, on demande de partir, non. Si nous partons, ça va imploser. Ça signifie quoi? Il y a un projet. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? On tire les choses en longueur. On nous fait fatiguer. C'est ce qu'on appelle un peu la stratégie du chaos. On s'embrouille ici. Le pourrissement. Le pourrissement. Et nos élites ne voient pas les choses très loin. Ils se contentent dans vos bruits ici, alternance, bonne gouvernance, élection. Et qui vont amener, si on n'est pas intelligent, à l'implosion du pays. On va y revenir aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif de notre discussion d'aujourd'hui concernant l'Empire Soros qui vous déchiquetez pratiquement dans votre dernière publication. Revenons un peu à la balkanisation. Aujourd'hui, vous êtes Freddy Moulumba. Après 17 ans du régime Kabila, est-ce que le Congo court encore le risque d'être balkanisé? Le Congo court toujours le risque parce que les plans datent d'avant le président Kabila, il ne faut jamais l'oublier. Pour ceux qui ont des mémoires, Mobutu, quand il est venu de France, le peuple l'a accueilli ici, le peuple zaïrois. Et son discours, il a dit, on m'a poignardé dans les dos.
Ça dit beaucoup, hein. On m'a poignardé dans le dos. Et selon certaines informations, ça c'est le professeur Bioya qui m'avait donné l'information. Heureuse mémoire. Heureuse mémoire pour les feux. Et il m'avait dit, Georges Bush père avait dit qu'après Mobutu, le Congo allait disparaître. Mobutu a dit non, j'ai sacrifié ma vie pour que ce pays soit uni. Je ne peux pas accepter ça. Selon Bioya, Georges Bush père a dit on va laisser, mon fils viendra, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui ont leur projet n'ont pas abandonné. Faites un peu le tour de l'extérieur. Regardez toutes les informations qu'on donne sur le Congo. Elles sont négatives. Il y a des fois quand je voyage, je dis mais vous venez du Congo? On dit mais là-bas il n'y a rien. Quand vous dites que le projet n'a pas été abandonné, est-ce qu'on peut lire dans les propos de Cohen, par exemple, qui était sous-secrétaire général des affaires africaines sous Bush père, justement, est-ce qu'on peut lire dans ses propos cette volonté-là de vouloir balkaniser comme l'avait souhaité George Bush père? Oui, mais Cohen ne fait partie que de capitalistes, prédateurs. Il ne faut pas les parler de chemin. C'est un lobbyiste. Ce sont des gens qui vendent beaucoup d'illusions. Ce qui est c'est l'argent. Donc, Cohen n'est pas seul. C'est le capitalisme occidental prédateur. Et surtout, lui, il se l'avoue, hein, il ne s'en cache pas. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui vous disent que le Congo est trop grand, ça ne marche pas. Vous savez, il faut quand même le couper. On parle ça au Congo. Donc, si Sarkozy qui les a emboîtés, mais pas quelques années après. C'est parce que l'Occident s'est enrichi sur les pillages des autres peuples, notre civilisation. Vous allez voir toutes les richesses en Occident aujourd'hui. Toutes les richesses, toutes les grandes fortunes ont été construites et battues sur l'esclavage, la traite négrière et la colonisation. Ce n'est pas, dès le départ, l'argent du travail, comme en Corée du Sud. La Corée du Sud est arrivée riche parce que les Sud-Coréens ont travaillé. Les Chinois ont fait la même chose. Mais l'Occident, c'est en pillant les autres qu'ils sont devenus riches. Donc, ils n'ont jamais abandonné leur culture des pillages et des guerres. Ça fait partie pour eux, ça fait partie de leur culture, de leur mentalité. Faire la guerre, c'est normal. Tuer des gens, c'est normal. Voler, c'est normal. Et vous prendrez l'histoire de l'Occident, elle s'est construite sur base de guerre. À tout moment, la guerre 14-18, la guerre, il n'y a que ça. La guerre de 100 ans. Oui, mais on va inclure le chapitre de la RDC relativement à la balkanisation ici. Aujourd'hui, quelle peut être la piste à explorer ou à exploiter pour reculer ou mettre un terme à ces regains de balkanisation du pays Est? Il y a une voie, il y a une possibilité autour de laquelle on peut passer pour que ce plan, ce projet soit voué à l'échec. Non, je pense que la première chose à faire, il faut que le peuple prenne conscience. Et quand je regarde nos élites ici, je regarde nos médias, il n'y a pas de véritable débat. J'ai toujours dit, tant qu'on n'a pas compris pourquoi on a été vendu comme esclave, pourquoi on a été colonisé, et pourquoi jusqu'à aujourd'hui on est dominé, tant qu'on n'a pas compris ça, on perd le temps. Donc le travail à faire aujourd'hui, c'est rendre notre peuple conscient. Rendre le peuple conscient signifie quoi? Lui donner une conscience historique. Apprendre l'histoire aux enfants, aux petits-enfants, même ceux qui viendront après nous, l'histoire de l'esclavage, et étudier le capitalisme. Les Européens nous connaissent mieux. Nous ne connaissons pas les Européens. Étudier la philosophie occidentale, étudier le capitalisme, faire des thèses pour éviter que la domination occidentale continue sur nous. On ne fait rien. Ça, c'est au niveau un peu national. Au niveau, je dis, panafricain, c'est pour laquelle je tiens aux États-Unis d'Afrique, le panafricanisme, c'est qui va nous sauver. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, je prends l'exemple de Kadhafi. Kadhafi était seul avec une forte armée qui l'ont battu. L'Occident, avec les bras armés, l'OTAN. Ni telle intervention de l'Amérique, l'Europe n'allait pas gagner Kadhafi. Et on a sorti toutes les armes pour mettre Kadhafi à terre. Mais imaginez-vous si Kadhafi, si la Libye était dans un cadre des États-Unis d'Afrique avec une forte armée, vous pensez que l'OTAN allait faire la guerre à l'Afrique? Donc il faut qu'on comprenne que dans ce monde violent, c'est qui compte les rapports de force. Donc nous sommes très faibles sur le plan culture. Nous pensons que tout le monde nous aime.
Nous devons renverser notre manière de voir le monde. Tout étranger nous menace. Et surtout qu'on a connu l'esclavage négrière, on doit tirer les leçons du passé. Aucune leçon tirée. Tu vois, les Africains vivent comme s'il n'y a pas d'urgence. On vous dit aujourd'hui que le monde est en pleine mutation. D'ailleurs, je prends un exemple. C'est ça que j'ai dit, nos intellectuels doivent faire un grand effort. Le Congo, l'Afrique, est en pleine recolonisation. Ça a déjà commencé. Vous avez sur le continent africain des bases américaines, dans le Sahel, vous avez la base française, l'Allemagne va sur sa base. Pourquoi ils installent dans la base? Parce qu'en dessous, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de pétrole. Vous partez à la Corne de l'Afrique, vous avez la base chinoise, la base américaine, la base française, les Japonais sont là. Même la Turquie vient d'installer. Ça signifie quoi? Ces gens pensent qu'en mettant leur base sur l'Afrique, c'est pour sauvegarder leurs intérêts. Or, au lieu de s'entretuer, de se faire des guerres entre eux, ils vont se décider de se partager, de signer la paix. Et ça commence comme ça avec la colonisation. On va nous reconnaître. Et ce qui est dramatique, c'est voir dans nos médias, nos intellectuels, quel est le raisonnement? Il n'y a pas que Kinshasa, c'est toute l'Afrique. Il n'y a pas de réflexion géopolitique. Aujourd'hui, le travail à faire, c'est apprendre la géopolitique. Le monde est en pleine mutation. Les peuples ne seront pas organisés, seront faits esclaves. Et les cas de l'Afrique, nous serons des esclaves sur notre propre continent. La raison pour laquelle moi j'ai dit, nous serons forts quand on aura la masse critique. Les États-Unis d'Afrique. Nous avons une forte armée. Nous avons déjà la population. Nous avons la dimension. Nous avons des richesses. Nous avons l'économie. Nous avons aussi la politique étrangère unique. Là, on peut peser devant la Chine, on peut peser devant l'Amérique, l'Union européenne. Je prends l'exemple des pays ici qui ont à peu près 3 millions, 4 millions d'habitants. Ces pays, chef d'État, quitte ici, il part en Chine, il va sur le Xi Jinping. Xi Jinping pèse 1 milliard 400 millions. Toi, tu as 3 millions d'habitants. Tu vaux quoi? Même pas un milliard chinois. Donc, il faudrait qu'on change notre mentalité très rapidement. C'est par rapport à la leçon d'histoire. Parce que si l'Occident nous a battus, c'est parce qu'on était éparpillés, on était des petites entités politiques. Et l'Occident avait une avancée sur le plan technologique et technique. Avec des armes, ça nous a battus. Nous n'avons encore des flèches. Donc nous devons repenser notre place dans le monde et notre manière de voir le monde. Mais ne pensez-vous pas que l'actuel, je dis, le cliché laissé par la colonisation pèse tellement sur nous parce qu'il y a cette division administrative, le peuple qui était jadis ensemble, une même nation, ne le sont plus forcément. C'est avec une ligne droite qu'on a divisé les territoires, les empires, les royaumes. Est-ce qu'on devra reconstituer ces anciens royaumes, ces anciennes entités, ou continuer dans ces brassages qui ne fait pas, qui n'arrive pas toujours pas à prendre pour que le monstre s'en sorte? L'équation devient compliquée. C'est pas compliqué. Il y a dans le monde des pays qui ont l'expérience de l'Union européenne. Il y a combien d'ethnies, combien ce qu'on appelle le peuple? Il y en a combien? Aujourd'hui, sur le plan politique, on était politique. Mais vous avez dit, ils ont la culture, la philosophie. Non, la philosophie, par exemple, occidentale, c'est pratiquement la même partout. Non, la difficulté, c'est ici, c'est compliqué. Tout est construction. Il n'y a rien qui est naturel. Tout est construction. Toute la plupart des États qui existent aujourd'hui ont été construits par les hommes, donc le peuple. Et même les élites ont construit ces États. Ça nous manque pas. Notre difficulté, c'est quoi? La difficulté est que nous sommes aliénés. L'Occident, du fait que nous a gagné. Donc vous êtes en train de confirmer, c'est que Sarkozy a dit que le peuple africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Non, Sarkozy c'était un raciste. Il voulait dire que la race blanche est supérieure à la race noire. Ça, c'est autre chose. Quand vous dites que nous sommes aliénés, quand je dis aliénés, du fait qu'on a dans l'école moderne, l'école des Blancs, je voudrais un peu expliquer un peu de manière un peu historique. Quand l'Occident est parti en Chine, il a pris la boussole. Il a pris la poudre à canon, l'imprimerie. Ils ont modernisé, ils ont acquis une puissance. Avec cette puissance, l'Occident est parti à la conquête du monde. Il a réussi parce qu'il y a un temps, l'Occident a pris tout le monde entier. C'est l'Afrique qui a beaucoup payé avec les Indiens.
L'Afrique a payé, pourquoi? Parce que, je parlais de retard technologique, et deuxième chose aussi, l'Afrique a perdu parce qu'on a construit tout un imaginaire. On a dit la meilleure civilisation est l'occidentale. Entre la dernière des barbares sont des noirs. Entre les deux sont des blancs. Pardon, les asiatiques arabes. Et vous allez voir que dans les pays arabes, tout comme asiatiques, on a respecté leurs valeurs culturelles, on a respecté leur culture. Et quand on vient chez les noirs, en pensant que les noirs sont toujours inférieurs, c'est comme des bêtes, pas écrasés, on veut nous civiliser. Donc on est venu nous coloniser. Oui, mais en extirpant ce que nous avons, nous. Non, c'est pas le extirpant. Donc on voulait fabriquer des petits blancs noirs. Donc on nous a cassé de notre culture. C'est ça notre grande difficulté. Maintenant nous sommes là, nous sommes ni noirs ni blancs. Et nous réfléchissons par procuration. Nous sommes des mutants. Par procuration, quand tu vois un noir devant un blanc, il est complexé. Muzungu anasema, Muzungu ndio Mungu. Aujourd'hui, Muzungu ndio Mungu, Muzungu anasema est remplacé par la communauté internationale a dit. Donc, dans l'imaginaire, c'est ça. De voir que les étrangers peuvent venir nous rendre heureux et régler nos problèmes. C'est ça, la base, la source, c'est la colonisation qui nous a détruits. Et quand vous partez en Chine, les Chinois ont la colonisation, mais leur culture n'est pas intacte. Il faut que les Noirs réécrivent une nouvelle philosophie. Il faut une révolution culturelle. Je pense que Cheikh Anta Diop l'a déjà annoncé. Mais la difficulté est que la plupart des Africains qui sont aliénés sont complicés avec l'Occident. Ils ne veulent pas se libérer. C'est comme un esclave, il dit maître, non, je préfère rester avec toi au lieu de sortir, entrer dans une incertitude. C'est ce qui nous arrive maintenant. On préfère des personnes dans lesquelles on mange un peu, on survit, alors qu'on est dominé par les autres. On accepte ça. Merci, M. Frédéric Mulumba. C'était pratiquement c'est de manière assez lapidaire la question de la balkanisation, les conséquences, les implications. Donc, pour vous, il faudra une révolution culturelle au niveau de l'Afrique pour faire face à l'impérialisme ou à la domination occidentale. M. Frédéric Mulumba, nous recevons ici, je le dis en titre, que vous êtes auteur d'un magazine, La Renaissance, et la dernière publication du mois d'octobre. Vous avez titré Les réseaux Soros à la conquête de l'Afrique. Son complot contre l'RDC mise à nu, ça c'est votre publication. Renaissance, c'est la dernière édition. Mais Frédéric Mulumba, aujourd'hui, l'opinion est un peu stupéfaite, l'opinion est un peu inquiète pour constater que Frédéric Mulumba s'attaque à Soros parce que Frédéric n'est pas dans le réseau qui Soros a recruté pour faire passer son message ou passer son leadership. Pourquoi cette attaque, pourquoi cette aversion envers George Soros? Oui, j'ai toujours dit aux gens ici, beaucoup de gens disent ah maintenant tu défends les pouvoirs, on t'a corrompu. Les gens racontent l'histoire. Moi j'ai dit, j'ai pris rendez-vous avec l'histoire. C'est pour laquelle j'ai écrit ce magazine. Les gens qui viendront après 50 ans pourront me condamner pour me donner raison. Donc tout ce que j'ai écrit, ce n'est pas pour les gens d'aujourd'hui. Donc on prend rendez-vous avec l'histoire parce que nous sommes dans une période très difficile pour notre pays. Mais comment ceux d'aujourd'hui pourront vous comprendre, vous accepter, vous tolérer pour préparer ce qui va arriver demain? Non, il faut les convaincre d'abord qu'ils vous acceptent. Je ne suis pas un politicien, c'est la différence. C'est un politicien qui a besoin de convaincre pour être aimé, être élu. Moi je n'ai pas besoin. J'ai fait mon travail par rapport à ma propre conscience. C'est comme ça que j'écris sur Soros. J'écris, il n'est pas le seul, c'est un cas. Il y en a beaucoup plus. C'est pour expliquer aux Congolais et aux Africains. Nous sommes dans un tournant historique. Il faudrait que les élites qui étaient à l'école des Blancs, l'école moderne, éclairent notre peuple. Ici, vous êtes tombés dans une ambivalence, une dichotomie, opposition et pouvoir. Ou bien tu es avec le pouvoir, ou bien tu es avec l'opposition. Moi, je ne suis pas dans ça. Nous nous faisons par rapport à notre pays, par rapport à notre histoire. Parce que si nous ratons aujourd'hui ces tournants, nous serons esclaves. Et parmi ces tournants, ça signifie quoi? La nouvelle mondialisation. L'Occident est en déclin. Personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Et avec la mondialisation, dans les temps, c'était les États qui étaient les seuls acteurs de l'ordre mondial, de l'action internationale. Aujourd'hui, il y a des acteurs non étatiques. Et parmi les acteurs non étatiques, il y a Soros. C'est le cas qu'on connaît. Il y en a beaucoup plus. Le milliardaire en dollars qui veut aider les pauvres en Afrique, selon certains de ses écrits, il est venu pas en philanthrope, mais en appui pour changer un peu le visage de l'Afrique. Selon ce qu'il dit, il a ses moyens pour ça. Non, vous pouvez penser.
les gens qui ont fait l'esclavage, qui ont fait la colonisation, qui ont fait la traite négrière, qui nous laissent, nous dominent toujours. Vous pensez que telle personne peut facilement vous rendre heureux? Ça prouve qu'il y a un problème philosophique fondamental dans notre manière de voir le monde. Je prends le cas de Soros. Je dis qu'il n'est pas le seul. C'est un phénomène de la mondialisation. Il est parmi les acteurs non étatiques. Il y en a que vous ne connaissez pas, mais qui agissent en coulisses. Mais lui, au moins, il a eu le courage de le faire ouvertement. C'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir des informations pour écrire. Je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a 3 Français qui ont écrit sur les réseaux Soros. On va y revenir. Oui. Donc, les Français ont écrit ce document-là. Donc, quand vous prenez le cas de Soros, regardez quelqu'un, un capitaliste, qui fait les affaires, qui attaque des monnaies en bourse. La monnaie britannique, le sterling, a connu beaucoup de problèmes. Ils étaient obligés de quitter le serpent européen avec le Brexit. Non, pas Brexit, c'est pas européen. Donc, ils avaient attaqué la livre sterling qui avait beaucoup chuté. Et puis, ils étaient obligés de sortir de serpent européen, donc du système européen qui était mis en place. Soros, en Asie, dans la crise asiatique, Soros était là. Il a fait beaucoup d'argent. Sur les cas de la livre sterling, il a gagné à peu près entre 500 et 1 milliard de dollars de livre sterling. Il a gagné. Mais cet homme prend l'argent qu'il a gagné sur la place boursière, qu'il a gagné en jouant sur les matières premières, il va vous donner pour vous rendre heureux. Je pense qu'il y a une contradiction. Il fait des gaffes là-bas, il fait des malheureux, il attaque des économies, et puis il prend cet argent-là, il va vous donner. Ça signifie quoi? C'est un joueur classique en bourse. C'est un placement. Il place, il sait récupérer à long terme. Ce qu'il fait, son système, comment ça fonctionne. Il vient, il soutient des mouvements citoyens, il soutient des ONG, il finance les radios, il finance les intellectuels, il finance l'opposition. Vous faites un fonds commun en face du pouvoir. Vous faites manifestation, il y a des possibilités. Soit il y a une insurrection, comme ça s'est passé en quel pays, Burkina Faso, on chasse les pouvoirs, vous prenez. Soit vous passez par des élections, quelqu'un qui est financé par lui devient président. Donc, quand il est président maintenant, qu'est-ce que Soros fait? C'est financé. Il va chercher ses experts qui sont bien connus, comme Tony Blair. Ce n'est pas lui. Il y a encore Paul Collier, un grand économiste à la Banque mondiale, qui est dans ce jeu. Il y a encore un autre, c'est un Américain, un grand économiste. On vous les prend, on vous envoie pour organiser votre économie. Vous pensez que c'est normal, c'est bon, c'est transparent. Il le fait, et puis ces entreprises ont facilement l'accès à votre économie. Donc, c'est l'entreprise qui gagne. Tu vois, c'est quelqu'un qui a investi, l'autre côté, il les récupère d'une main, il les récupère de l'autre main. Maintenant, le jeu, c'est quoi? Vous avez l'opposition en face, la société civile, qui contrôle le gouvernement, les présidents élus. Et Soros contrôle et les présidents élus et la société civile, parce qu'il finance toujours. Donc, le véritable chef de l'État, ce n'est pas le président élu, c'est Soros. C'est comme ça qu'on l'appelle un chef d'État sans État, ou bien le faiseur de président. C'est ça, le système Soros. Il n'y a rien de nouveau dans le tableau que vous venez de peindre là. Toutes les multinationales connues, tous les Rockefeller, tous ces gens, c'est le même jeu, c'est avec ces mêmes jeux que les multinationales ont fonctionné en Afrique. Tous les dictateurs des années après l'indépendance, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est comme si vous vous réveillez aujourd'hui, vous rendez compte que le diable c'est Soros, alors que tous les dictateurs africains, tous ceux qui ont accédé au pouvoir par un coup d'État, ont fonctionné comme ça. Il n'y avait pas forcément Soros. C'est comme si Soros c'est un cas particulier. La différence qui est ici est la suivante. Nous sommes en mondialisation. Soros, c'est un acteur étatique qui est quelquefois plus puissant que les États. Mais ça a toujours été comme ça. Non. Les Rockefeller étaient plus puissants. Les choses ont changé.
Quand tu prends la politique étrangère américaine des années 60, c'est vrai, il y avait l'influence des multinationales, mais c'était Kennedy qui avait tous les pouvoirs. Il décidait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Soros a un pouvoir énorme. Ce qui explique la difficulté entre le conflit entre lui et Trump. Trump a fait sa campagne, peut-être que les Congolais ne comprennent pas. Trump, quand il a commencé à poser sa candidature, il est milliardaire, il ne faut pas dire que Trump c'est un saint. Parce que l'argent, c'est toujours sale. Tout à fait. Il est milliardaire, il a dit je ne prends pas l'argent des autres. Il a refusé. Donc Trump, c'est un homme indépendant. Il ne dépend pas des multinationales ou bien des donateurs comme les Soros. Et quand il a été élu, donc tout le monde qui pensait que Hillary gagnerait, ils avaient beaucoup misé. Parce que Soros, le fait qu'il finance la campagne électorale d'un chef d'État ou bien d'un président, dès que tu as élu, il faut le rendre. Et dans le cas de Soros, il travaille avec celui de renseignement à la CIA. Et je ne sais pas, c'est parce qu'ici vous ne suivez pas la politique américaine. Dès que Trump est arrivé au pouvoir, premier accord, c'est avec la CIA. Il est même parti à la centrale de la CIA pour leur dire nous sommes des amis. C'était quoi? Trump s'est rendu compte. Tous les Américains un peu, qui sont américains, quand je dis américains, les vrais capitalistes, non, tous ces gens-là qui sont protestants, blancs, anglo-saxons. C'est l'américain. Donc Trump, c'est les politiques des Américains. Il dit non, on a fait une étude. Ça, l'Amérique, la force de l'Amérique. Tout est bien étudié. On s'est rendu compte que les gens sont devenus très pauvres et d'autres sont beaucoup enrichis. Ceux qui sont à New York, ils jouent en bourse, et Washington. Les campagnes sont pauvres. Pour les Noirs, ça passait parce que les Noirs étaient toujours inférieurs. Mais ça touchait à la race blanche. On est parti dans de villages, on a trouvé que les Blancs se suicidaient beaucoup, donc se tuaient beaucoup, et puis ils s'enivraient, des ivrognes. On a dit non, avec ça, on va perdre notre race. Donc l'arrivée de Trump n'est pas fait du hasard. C'est le peuple blanc américain qui est avec lui. Maintenant, il est entré en contradiction avec les clans de Soros qu'on appelle l'établissement, qui ont beaucoup d'intérêt à l'étranger. Or, en étant à l'étranger, ils utilisaient l'armée, le Pentagone, ils utilisaient la CIA. Quand Trump a dit, nous voulons faire des guerres pour l'Amérique, pas pour les gens riches. La CIA ne va pas travailler pour les intérêts des individus, la CIA va travailler pour les intérêts américains. D'où l'affrontement entre Soros et Trump. Et Soros est parvenu à financer beaucoup de manifestations à Washington contre Trump. Mais Philippe Noumala, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas qu'il qualifie cela de l'acharnement sur George Soros, d'autant plus qu'ici au Congo, il y a une grande fondation qui vient en appui aux ONG, Fondation Gettler. C'est dans le même ordre d'idée. Pourquoi vous n'attaquez pas Gettler? Vous ferez sur Soros. Gettler est sain, il est clean? Non, j'ai dit ceci. La différence entre Soros et avec Gettler. Gettler n'a pas d'entrée à la Maison Blanche. Mais Soros. Mais il contrôle beaucoup les chefs d'État aussi. Mais la différence est. Il y a une grande différence entre Soros et Gettler. Soros avait des entrées chez Obama et chez Hillary. Et ils avaient. Donc, lui manipulait. Donc il pouvait décider. Donc Soros, c'était le prolongement de la politique étrangère américaine, en quelque sorte. Imposer le capitalisme un peu, l'économie du marché et la démocratie. C'est ça la vision américaine des choses. Et ça coïncide avec Soros. Donc Soros jouait avec Hillary, avec Obama. Mais je ne pense pas que Gettler joue avec Hillary ou bien avec Obama, avec les Américains, non. Alors, ça ne veut pas dire que je le défends. Donc c'est pour montrer à quel niveau se situent les problèmes entre les types de Soros plus puissants que les États même. Je ne pense pas que Gettler est plus puissant que les États. Mais ils jouent le même jeu. Le même jeu, ils jouent d'intérêt. C'est le jeu d'intérêt politique. Mais finalement, chacun cherche son intérêt. Si Soros est plus puissant ou plus riche que Gettler, mais ils ont les mêmes fondamentaux, les mêmes visées. D'abord, les mêmes visées, c'est quoi? C'est faire l'argent. Tout à fait, les intérêts. Et contrôler. C'est qui est normal. Ouais. Mais pour Soros, c'est pas faire l'argent, c'est devenir un chef d'État sans État. Je ne pense pas que Gettler va devenir un chef d'État. Oui, mais pour avoir Gettler est dans les affaires. Mais il contrôle les politiques. J'ai dit qu'il contrôle. Je pense que Gettler, même certains médias, il les contrôle. Gettler est dans les affaires, c'est le média. Mais il n'est pas la trempe de Soros. Soros,
C'était quand tu dis que quand on a publié cet ouvrage, il faut le lire attentivement. C'est parce qu'il a commencé à attaquer les intérêts des États français, de tous les États. Donc Soros a acheté une zone politique qui travaille pour lui. Donc c'est une force énorme. Ce n'est pas sa faute, ça fait partie de la mondialisation où vous avez des acteurs non étatiques. C'est pas lui qui a inventé le jeu, ça existe. Non, j'ai dit ceci. Si j'ai écrit ça, c'est pour que les Africains et les Noirs comprennent. C'est pas normal qu'on vous amène l'argent, vous bouffez, vous pensez que c'est gratuit. On nous achète. Je prends toujours un exemple un peu banal. Il y a notre histoire qui nous montre, du temps de l'homme Congo, l'Occident est venu ici. Donc les Européens, en disant on fait des affaires avec les Africains, avec le royaume Congo, les rois acceptaient, ils ont signé des accords. À un moment donné, ceux qui venaient pour faire des affaires, ils ont commencé à attraper les Noirs et les vendre. Donc c'était la traite négrière. Ici on était en retard, alors que là-bas, avec le développement de commerce, ils avaient déjà dans la vision de la traite négrière, décidé même au niveau du pape. Mais comme l'information ne marchait pas ici, nous on était naïfs. Cette naïveté-là, que je vous dirais les bonnes fois de Soros, quelqu'un ne peut pas venir vous donner l'argent gratuitement et passer votre bien. L'erreur. Donc c'est pour que notre peuple ouvre les Qu'est-ce qui vous gêne? Parce que le jeu de Soros est déjà joué par les institutions de Bretton Woods. Par exemple, la Banque mondiale et le FMI, c'est la même chose. Ils vous donnent, ils vous pompent de l'argent qui finalement ne vous servira pas à grand chose. Parce que nous n'avons vu ni la Banque mondiale, ni le FMI aider un pays à se développer. Qu'est-ce qui vous gêne? Parce que Soros, c'est un individu et que pour les institutions de Bretton Woods, ce ne sont pas forcément des individus, mais des institutions qui jouent le même jeu. Je répète encore. Mais est-ce que nous, Noirs, nous, Africains, est-ce que Dieu nous a créés pour être dominés? C'est la question de fond. Pourquoi les peuples asiatiques, la Corée du Sud, vous avez la Chine en particulier, qui a été humiliée, comment ces peuples sont réveillés? C'est parce qu'ils n'ont plus conscience. Notre drame est qu'on n'est pas conscient. On n'a pas encore de conscience. Je dis, les jours où on apprendra l'histoire de cette Afrique, de notre pays, on sera conscient. Et quand on est conscient, on est debout. Ce n'est pas d'ignorance que nous parlons comme ça. De peuples qui ont le sens de l'histoire ne peuvent pas accepter d'être dominés intérieurement comme nous. Un exemple. Un pays très riche comme le nôtre, regarde la pauvreté. Et quand vous posez la question aux Congolais, ah, bonne gouvernance, ah, vous savez, il n'y a pas élection, il n'y a pas alternance, vous ignorez que depuis 60 jusqu'à ce jour, notre pays est instable. Pourquoi? C'est les capitalismes occidentaux prédateurs. Tout à fait. Tant que ce capitalisme occidental existe, ça va nous rendre pauvres et dominés éternellement. C'était avant ça. Vous n'estimez pas que là, avec ces prismes-là, on pourra faire fausse route, d'autant plus que si les pays africains demeurent faibles et fragiles, c'est pas par le fait que l'élite, vous l'avez dit au début, si l'élite elle-même n'est pas assez consciencieuse, le politique, les gouvernants, l'exemple de Mao Zedong peut nous inspirer davantage de Frédéric Lumumba. Mao Zedong a constaté que c'est mon pays, ce sont mes frères et sœurs, je dois les aider à émerger. On a vu la Chine décoller. Si l'homme politique congolais est conscient, il est vraiment cadré sur des bases solides pour aider le pays, ça peut aller. Si on voit toujours l'extérieur, ça peut être une faute grave pour nous-mêmes. Si le politique, peut-être si les ONG que vous décrivez ici, les médias vont vers Soros, parce que l'autorité politique locale n'arrive pas à donner les meilleurs d'elle-même. Non, vous savez, la différence entre nous et les autres, hein, tout est construit chez eux là-bas. Tous les concepts, toutes les théories que vous avez là, c'est une construction dans le monde occidental pour nous garder sous leur domination. Mais la première chose à faire, c'est de construire cette philosophie-là occidentale qui nous a infantilisés, qui nous a aliénés. Il faut les construire très rapidement. C'est ce que Mao, parce que Mao l'a fait. Comment on appelle ça? Le protectionnisme. Il a arrêté la Chine. Il a bloqué la Chine. Il faut lire l'histoire de la Chine. Quand la dernière dynastie est tombée, les Chinois étaient comme nous ici. Ils voulaient copier les Blancs. Donc c'est déjà les Blancs, manière de manger. Première révolution qu'on a faite, ça n'a pas marché, c'est quand Mao est arrivé. Et n'oubliez pas, Mao, c'est un grand bibliothécaire. Il était bibliothécaire. Oui. Il a passé tout son temps. Moi, j'étais dans sa maison au village, donc chez lui, dans son village, là, dans sa maison, plein de livres. Il a lu la grande partie de l'histoire chinoise, des dynasties chinoises.
Et cette histoire qu'il a apprise, ça lui a permis de proposer un système pour que la Chine sorte de la domination, et il a travaillé le mental des gens. Il a travaillé le mental des gens, et aujourd'hui on a les fruits. Moi je pense que nous devons nous inspirer de la Chine, se poser les questions. Pourquoi les autres avancent, nous sommes en retard? Pourquoi les autres viennent ici pour nous donner des leçons? C'est toujours penser que, moi j'ai étudié en Europe, je vois très mal un Européen venir me dire Moulumba fait ça. Tu vois, ça marche difficilement chez moi. Donc le travail à faire maintenant, c'est désaliéner les Noirs. Prenez des exemples. Je prends tous les Noirs américains et les Noirs africains. Quand tu vois un Américain sortir, on le voit en Chine, en culotte, il marche comme ça. Très fier, hein? Même quand tu parles à New York, il est noir, hein? Il dit This is America. C'est l'Amérique. Très fier. Venez en Afrique. On rase les murs comme les petits enfants. On fait semblant, on mendie. Sans vous, on ne veut pas vivre. Donc, nous, si nous voulons en sortir, nous devons nous inspirer de l'histoire chinoise, mais aussi de l'histoire des Noirs américains qui sont libérés aujourd'hui. Vous avez eu Obama. C'est pas fait du hasard. Mais cela pourrait partir d'une impulsion. Il faut que le leader, il faut qu'il y ait des leaders en Afrique. Comme on ne l'a pas aujourd'hui. Si on veut à proprement parler combattre Soros, le gouvernant, l'élite doit s'élever aussi pour que le peuple suive. S'il n'y a pas cette pulsion-là, j'estime qu'on pourra dire que Soros va dominer comme il le veut. Parce qu'il est de ce là aujourd'hui. Non, il ne va pas dominer, c'est fini. L'Occident c'est terminé. Nous sommes tellement en retard ici. Moi, je fais l'Occident, je fais la Chine. Tous les Occidentaux qui viennent vous dire que les Chinois vont vous coloniser là, vous trompent. Ils sont en Chine à genoux. Je vous dis, ça fait un mois que j'étais là. J'ai vu un phénomène. J'ai appelé à tous les Noirs africains, il y a un problème. Devant, on a mis en place un centre de recherche pour les médias afin de soutenir le président Xi Jinping dans son projet une certaine route. On a mis un think tank un peu mondial. Il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Américains. Aucun Noir, aucun Africain. Et au niveau de la presse, il n'y avait qu'un seul Nigérian. Et quand il a pris parole, il n'a même pas parlé de l'Afrique, presque pas. Donc, il y a risque. Si les Chinois se rendent compte que nous ne comprenons pas, ils vont s'allier avec l'Occident. Ils vont nous recoloniser encore. Pour nous coloniser. Ça a déjà commencé en Afrique de l'Ouest. Aller au port d'Abidjan. Bolloré a gagné les marchés. Il est parti chercher les constructeurs en Chine. Et quand on fait les calculs, la Chine a beaucoup plus d'intérêt en Occident qu'en Afrique. Donc, si nous, Africains, ne prenons pas conscience, on va nous recoloniser. Donc, quand vous dites nous, Africains, vous faites allusion au peuple africain en général ou à l'élite, au gouvernant, parce que ce sont eux qui tiennent les manettes du pouvoir, le destin du peuple, c'est entre les mains des gouvernants. Il faut faire la part de Simulumba, il faut aider le public à vous comprendre. Ouais. Quand on dit il faut prendre, nous devons prendre conscience. À quel niveau? Je pense qu'il faut stratifier les responsabilités. Oui, je pense que ce serait une erreur. Toutes les élites viennent d'une société. Les élites viennent d'où? Pas d'ailleurs. Ceux qui nous dirigent viennent d'où? Notre propre société. Non, mais ça prouve que notre société. Lorsqu'un train passe, ça prouve que notre société est malade. Oui. La société africaine est en crise. Et ça produit des élites de mauvaise qualité comme on en a aujourd'hui. Et quand vous voyez un peu les débats à la télévision, sur insultes, on est dans des questions secondaires. On ne voit pas l'essentiel. Secondaire, c'est quoi? Vous vous battez ici, bonne gouvernance, demain ça va marcher. Alors qu'on est en train de partager le monde. Il faut qu'on discute sur donc maintenant, c'est ça que j'ai dit, il faut discuter sur l'essentiel. Comme maintenant, on est en train de partager le monde, donc ce qui est important, ce ne sont pas vos problèmes internes. Parce que dès que le monde s'affronte, si vous n'êtes pas organisé, vous êtes dilué, terminé. Ça, l'histoire nous le montre. Donc il faut laisser nos affaires ici. Ce n'est pas laisser les affaires. Aller où pour discuter avec qui? J'ai dit il faut voir la dimension géopolitique des choses. Oui. Les drames à Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de débats sur la géopolitique depuis que le professeur Bioya est décédé. Vous pouvez me dire aujourd'hui, quand on regarde dans nos télévisions, il n'y a rien. Vous vous chamaillez ici, opposition au pouvoir. Quelle opposition, quel pouvoir? Si demain la troisième guerre mondiale éclate, vous serez où? Vous n'avez pas d'armée. On va vous faire esclave.
Oui, il faut penser, il faut changer notre manière, nos manières de penser. Mais nous pensons mal. L'impulsion doit partir d'où? Des leaders, M. Frédéric Mulumba. Oui, s'il n'y a pas de leaders. Les leaders ne sont pas seulement. Il faut qu'il y ait des locomotives. Les leaders ne sont pas seulement politiques. Oui, les médias. Regarde le débat que nous faisons ici. Ça ouvre les yeux et des politiques et de la population. Donc le travail à faire à deux niveaux. D'abord dans les médias. C'est ce que j'avais dit, il faut stratifier. D'abord les médias. Et puis après les médias, revoir notre système éducatif. Et sans ça, on peut parler français. Tout ce que vous faites là, on peut faire 1000 ans, 1000 fois élection, il n'y aura rien. Donc il faut voir ça. Nous devons imposer les débats au sein de la société. Donc il faut dépersonnaliser. Il faut dépassionner le débat ici. Et ça, c'est la presse. Je vois ici, il n'y a que des discussions sur la politique. Tel a dit, il s'insulte. J'étais en Corée du Sud. Pas de débat contre la télévision. On vous montre, on a inventé ça, on a vendu, on a investi. Mais chez nous ici, nous sommes distraits. Les gens sont fiers parce qu'ils ne sont pas conscients. Voilà pourquoi moi j'ai dit, les médias ont un rôle important à jouer. Et il faut que vous preniez vos responsabilités. N'attendez pas que le pouvoir politique vous donne l'orientation. Il y a une opinion, quand vous avez publié cet article sur Georges Soros, il y a des gens qui sont levés pour dire enfin Frédéric Mulumba est acheté par le régime Kabila. Renaissance sert de béquille du régime actuel parce que Soros combat ces régimes et Freddy combat Soros. Donc Freddy est avec le régime. Comment vous réagissez? Mais je pense qu'il y a un problème. Le problème est qu'on a tendance à faire croire aux gens l'argent de Soros c'est propre et c'est démocratique. Et l'argent du gouvernement, c'est le diable. C'est dangereux. L'étranger ne viendra jamais nous rendre heureux. C'est notre État. Donc on a construit cet imaginaire. Mais nos propres dirigeants, si ne nous rendent pas heureux. J'ai dit ceci. Nous sommes tous, nous participons tous à la société. Il y a les dirigeants et il y a la société. Il faut faire pression sur les dirigeants pour que ça puisse marcher. Mais moi, ce que je ne supporte pas, je n'accepte pas, c'est de penser que l'argent de Soros est propre et l'argent que le pouvoir donne est sale. Il y a une contradiction philosophique. Mais il y a un problème d'objectivité. Non. Soros donne pourquoi, les gouverneurs donnent pourquoi. Moi, je peux dire ceci. Si le gouvernement donne d'abord son propre argent, c'est l'argent des impôts, c'est nos richesses, c'est qui est normal. Et l'argent de Soros. Non, mais quand les gouvernements. Non, mais j'ai dit ceci. Quand les gouvernements et les régimes vous donnent, c'est pour servir les régimes. Ce n'est pas pour servir c'est pour faire c'est l'erreur. C'est l'erreur. C'est l'erreur que vous commettez, c'est celle-là. Non, mais c'est la réalité. Il y a un problème philosophique. Pourquoi Soros donne l'argent? Répondez. Pourquoi Soros donne l'argent? Nous avons vu, Jean-Pierre l'a dit au début, il finance des mouvements citoyens, il finance les ONG. Pour votre bien. Mais du moins, il donne pour que le régime soit affaibli. Vous voyez, c'est là où j'ai pris l'exemple de Rome Congo pour comprendre notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est que nous sommes naïfs. C'est de penser que tout étranger peut nous faire du bien. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Quel est le grand mal? Entre Soros et les régimes, il faut faire un choix. Soros est plus dangereux. Je vous dis ceci, retenez, c'est pour l'histoire. Nous continuons, on va nous faire esclaves sur notre propre continent et nous serons recolonisés. Retenez ça pour l'histoire. Et nous porterons une grande responsabilité. Je viens de vous dire ici, moi j'ai pris rendez-vous avec l'histoire. J'écris ça pour qu'après 10 ans, 20 ans, qu'on vienne me juger. Je n'écris pas pour faire plaisir à des gens. Mais M. Mulumba, vous ne vous rendez pas compte que le régime, avec tous les moyens qu'il a, est en train de créer une bourgeoisie comprador, comme on dit. Cette bourgeoisie comprador mate le peuple. Le peuple se retrouve colonisé chez eux par leurs propres dirigeants, appauvri, clochardisé. Et là, vous trouvez que, comme c'est le moindre mal, eh bien, on va s'y accommoder et rester tranquille. Je te prends un exemple. Vous savez pourquoi la guerre à l'est du pays? Vous savez pourquoi? Ça fait combien de gens? 6 millions à 10 millions de morts. On parle déjà de 10 millions. Oui. Qui ont tué? C'est le régime? Qui ont tué les Congolais ici? C'est qui? Chacun sa part des... Mais ce sont les gens qui ont financé, ce sont les capitalistes qui ont fait tuer les Congolais. Vous avez tendance à oublier ça. Et ce qu'on appelle la diversion. On vous construit des faux débats, vous y entrez, on fait autre chose.
C'est comme ça que nous, la chance qu'on a eue, parce qu'on passe tout le temps à lire. Dès que je suis alerté, je parle pour l'histoire. Ce n'est pas un politicien pour aller chercher, oh, que je sois aimé, je suis légitime, oh, je suis populaire. Moi, ça ne me dit rien. Donc ce soir, nous allons retenir que Freddy Mulumba préfère être maté, martyrisé par le régime de son pays, plutôt que d'être clochardisé ou manipulé par l'argent étranger. J'ai dit ceci. C'est vrai, le régime peut vous mater, mais le régime vous laisse la chance d'aller plus loin. C'est-à-dire? C'est vrai. Je pense que dans notre culture, vraiment que je suis ici, j'ai fait le tour de toute l'Afrique. La manière dont on parle à la télévision ici, à la Brazzaville, on ne parlait pas. Brazzaville, c'est à côté. Vous faites déjà ça. On ne fait pas Brazzaville. On est très libre. Mais les gens comme Soros, il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont financé en Bandakala. Ils vont le faire esclave. L'histoire est là. Quand l'explorateur ici, Stanley, est venu ici. Il est venu, il a rencontré nos grands-pères, Makoko, qui étaient ici, les chefs. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Il a fait signer le document. On les a trompés. On a pris ça, on a amené à Berlin. On a coupé l'Afrique. Est-ce qu'ils étaient conscients? Ça risque de nous arriver. Vous savez que les gens comme Soros, ce sont des Stanley d'état moderne. Il faut que vous compreniez ça. M. Freddy Mulumba, on va bientôt clore l'émission. Alors, cet élan panafricaniste que vous avez, vous n'êtes pas les seuls. J'ai vu Renaissance à Abidjan. Cet élan panafricaniste n'est-il pas dépassé parce que le monde est en train de se construire comme un petit village, mais vous voulez reculer l'Afrique et que l'Afrique agisse en solo. N'est-ce pas là une diversion voulue? Il n'y a pas de diversion, il y a une question de vision. Nous sommes dans un monde de grands ensembles. Les ensembles qui vont peser demain, ce sont ce qu'on appelle ceux qui vont former la masse critique. Je t'ai pris l'exemple ici. Tu es un président d'un pays de 1 500 000 habitants. En Afrique, tu es content, ce président. Tu pars en Chine, Jinping a 1,4 milliard, même pas un village chinois, tu vois quoi. Tu pars en Amérique, aujourd'hui Trump a à peu près 300-400 millions d'habitants, tu vois quoi. C'est quand on est ensemble, on constitue un élément de puissance. C'est ça. Vous parlez en termes de paix, il faut parler à l'Afrique en termes de puissance. Nous devons être l'Afrique doit être un acteur de nouvelle ère mondiale qui va se mettre. L'Afrique est plus peuplée que l'Europe, mais on n'est pas puissant. Ça ne constitue pas un élément de puissance. Mais qu'est-ce que c'est l'élément de puissance? Il y a la population. Ouais. Ça c'est un. Nous sommes déjà 1 milliard, 2 milliards. Il y a la maîtrise de nouvelles technologies, la science. Il y a l'armée. Il y a l'information. Mais avec la mondialisation, nous avons là l'occasion de bénéficier des transferts de technologies. C'est ça l'erreur que vous commettrez. L'histoire de science nous montre. Mais vous l'avez démontré ici. Non, les Européens ont appris la technologie en Chine. Je vais t'expliquer. Donc, l'histoire nous montre que la plupart des pays, tu vois, l'industrialisation a commencé en Angleterre. Les Belges, les Allemands sont partis voler. On n'a pas transféré. Nous sommes naïfs. La Chine aujourd'hui qui est debout. Quelque chose je peux vous dire, quelqu'un qui a vécu en Chine. Mao va demander à Staline bien Khrouchtchev, oh non, donnez-moi aussi la science, je vais faire des bombes. Mao dit non. Pardon, Staline lui dit non. Il donne un exemple. Toi tu es un oiseau. Ça c'est canard. Ça c'est périvier. Quand vous voyez un serpent venir, chacun voit de lui-même, non? N'attendez pas ça. Nous devons construire une stratégie. Nous devons conquérir. Pour conquérir la puissance. La puissance, c'est une construction. Tant qu'on n'est pas puissant, on ne va pas nous respecter. La vie est faite comme ça. Mais Freddy, on va clore là. Je rappelle que vous êtes DP, vous êtes parmi les grands rédacteurs de Renaissance. Dernier numéro. Son complot, les complots de Georges Soros sur l'RDC mis à nu, la dernière édition. Et Freddy, on peut dire l'enquête sur Soros s'arrête là, c'est fini, l'affaire est close, ou bien il y aura d'autres révélations, d'autres dimensions qu'il faudra développer pour que l'on comprenne de manière assez exacte l'empire Soros. Oui, j'ai dit Soros, c'est un exemple des acteurs de la mondialisation non étatique. Ils sont nombreux. Il faut continuer à les démanteler comme ça. Non, nous devons informer notre peuple. Moi, j'ai dit, on a trompé nos parents, ils n'étaient pas l'école des Blancs. Nous, on a étudié. Je vois très mal l'histoire se répéter.
Et moi, constamment, j'ai dit, l'histoire ne va plus se répéter. Le peuple congolais africain seront debout. Et pour ça, nous devons travailler. Donc, nous devons quitter notre culture d'esclaves, de penser que tout le monde nous aime. Nous sommes dans un monde très violent. Il faut être aussi fort. Les Occidentaux qui vous parlent de la paix ici, qui font les armes. C'est eux. Ils font des armes, ils vont vous parler, on fait de la paix. Mais vous ne comprenez rien. On va vous faire esclaves. L'Afrique est là avec toutes les richesses. Pourquoi on est pauvre? Imaginez si on avait une forte armée avec une bombe atomique. On va nous respecter. La Corée du Sud est là, non? Vous parlez aux dictateurs. La Corée du Nord. Est-ce qu'on l'a attaqué? Trump est venu là avec le truc. Non. On comprend, on négocie quand on est en position de force. Donc c'est une question de rapport de force. Avec cette posture que vous avez de défendre l'avenir de l'Afrique, ça fait rêver, c'est louable. Est-ce que vous êtes soutenu par le gouvernement africain qui vous comprennent, qui comprennent l'essence de votre combat, qui n'attend pas les résultats à court terme, mais plutôt à long terme? Est-ce que vous êtes soutenu par le gouvernement africain? Non, notamment notre propre gouvernement. Non, je pense que les problèmes du gouvernement, ça ne peut pas se poser parce que la Renaissance africaine, la Renaissance de l'Afrique, c'est politique. Ce ne sont pas les entreprises ou bien les privés qui peuvent soutenir ça. C'est une erreur d'analyse. Toute renaissance, c'est une décision de politique. Kadhafi l'a fait, qui l'ont tué, ceux qui viennent vous parler de démocratie, bonne gouvernance ici. Aujourd'hui, la Libye est par terre, ils volent du carburant, ils volent l'argent des Libyens, ils ont détourné tout. Ils viennent vous dire, parce que les Noirs ne comprennent rien, que la démocratie, bonne gouvernance. Or, ce sont des grands voleurs et des gens violents. Donc nous devons comprendre ça et créer un rapport de force intellectuel, militaire et scientifique. Mais tout ça, il faut s'organiser. On est tellement désorganisé, on vient en désordre. Quand vous partez, vous comparez nos villes, je passe souvent en Chine. La Chine n'est pas démocratique comme vous le dites, mais ça marche. Et vous qui êtes en démocratie, on est où? Nulle part. Merci, M. Fedibou Maloudo, merci. On a passé 1 heure ensemble. Comme vous n'avez rien fait, le temps passe vite. On espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez vers nous. On va vous inviter pour développer s'il y a d'autres relations sur l'empire Soros, parce que vous l'avez dit, c'est un chef d'État sans État, c'est très dangereux. Il contrôle le chef d'État, il contrôle les finances, il contrôle les médias. On veut en savoir davantage. Merci JC, merci à vous d'avoir été nôtre pour ce numéro de Face à Face. Le rendez-vous est pris très prochainement, fidèle au programme. Bonne soirée chez vous et bye bye.